Voilà. Alors, eh ben, écoutez, déjà, bonjour à tous, à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui sont connectés. Je vais partager mon écran. On va vous faire une présentation, une explication du dispositif démissionnaire et on répondra aux questions après. Donc, je partage mon écran. Hop. Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est visible? Oui. Super, bien. Alors, bienvenue à la semaine de l'évolution professionnelle. On est en plein dedans, c'est la semaine qui est en cours du 12 au 16 octobre. Cette semaine est co-organisée par l'APEC et le réseau des CIBC en association avec nos partenaires régionaux, dont Transition Pro, dont Pôle Emploi, qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, Bonjour. voilà. Bonjour Francis, bonjour Marielle. Bonjour Berthe. Bonjour Birte et bonjour à tous et à toutes. Alors, voilà, le sujet du webinaire, c'est « Je démissionne pour changer de vie ». Donc, vous vous êtes peut-être déjà posé des questions sur votre situation professionnelle, vous avez peut-être envie d'un changement, vous avez peut-être envie de vous former, de changer complètement de métier ou alors de créer ou de reprendre une entreprise. Et vous vous êtes peut-être posé la question, est-ce que je peux démissionner pour réaliser ce projet tout en bénéficiant de l'allocation chômage? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment quitter un emploi et changer tout en gardant un revenu, un minimum de revenus. Quelques règles pour que ça fonctionne bien. Ce qu'on vous propose, c'est de bien vouloir couper vos caméras et de couper vos micros. J'ai vu tout à l'heure que c'était le cas pour tout le monde. Ça nous permet d'éviter les bruits parasites et de gagner de la bande passante pour que la connexion se passe bien. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat et on va y répondre à la fin du webinaire. Alors, un petit retour sur la semaine de l'évolution professionnelle. Donc, c'est la semaine qui est en cours. Le réseau des CIBC qui sont chargés du conseil en évolution professionnelle des salariés et indépendants depuis janvier de cette année. Et l'APEC, qui est également un des opérateurs conseil en évolution professionnelle. On s'est associé pour organiser une semaine avec différents webinaires sur des questions de carrière, des questions de formation, des questions de création d'entreprise. Et on fait ça en association avec nos partenaires régionaux qui ont tous des informations importantes, intéressantes à apporter. C'est 100% digital, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Il y a 60 webinaires thématiques qui sont déroulés pendant cette semaine. Vous avez donc la possibilité de regarder plusieurs webinaires différents à des horaires différents pour correspondre aux disponibilités de chacun. Et vous voyez tout en bas de l'écran le site sur lequel vous trouvez les autres webinaires. C'est semaine-évolution-professionnelle.fr et vous trouverez aussi le replay de ce webinaire et les autres webinaires sur ce site. Alors, on se présente rapidement. Donc, moi, je suis Birte Hansen, manager de service du conseil en évolution professionnelle en Bourgogne-Franche-Comté. On est un service pour les salariés et pour les indépendants. Francis, je te laisse te présenter. Donc Francis Jérôme, directeur général de Transition Pro Bourgogne-Franche-Comté, ex-FONGECIF pour ceux qui ont connu, et nous sommes effectivement chargés principalement du financement des dossiers de projets de transition professionnelle, donc de la reconversion des salariés du secteur privé. Et Marielle? Bonjour, Marielle Perrin, je suis chargée de mission à la direction régionale de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. Ben, merci à toutes les deux. Voilà, alors je laisse la parole à Marielle qui va nous parler des différents moyens qui existent pour quitter l'entreprise. Donc bonjour à tous, merci Birte. Un petit rappel concernant les différents moyens de quitter l'entreprise. La rupture du contrat de travail peut prendre différentes formes. Ça peut être un licenciement, une rupture conventionnelle, des démissions dites classiques,
et la démission permettant le recours à l'allocation retour à l'emploi sous certaines conditions, et c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Donc, les procédures peuvent prendre différentes formes. Aujourd'hui, on va se consacrer sur la forme de la démission pour mettre en œuvre un projet de reconversion professionnelle, avec une mobilisation du dispositif démissionnaire. Ça s'inscrit dans la loi du 5 septembre 2018 avec un décret d'application donc au 1er novembre 2019. Et on va vous présenter les différentes conditions qui sont indispensables pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif-là, et qui est complété et associé à une démarche de projet de reconversion professionnelle ou un projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc, il est important d'identifier des critères d'éligibilité. On ne va pas se lancer sur une démission, après venir à Pôle emploi pour dire « ça y est, j'ai démissionné ». Ce qui est important de savoir, c'est de bien s'assurer que la personne, que vous remplissez les conditions d'éligibilité à ce dispositif-là. Donc, en premier lieu, il s'agit d'être en contrat de travail, donc en poste en CDI, et de pouvoir également justifier de 5 années d'activité continue, et c'est important cette notion de continuité, c'est-à-dire 1300 jours de travail au cours des 5 dernières années. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse aux salariés du secteur privé. Pour le moment, les salariés du secteur public ne sont pas encore concernés par ce dispositif-là. Donc ça, c'est une des premières étapes importantes à avoir en tête, de ne pas non plus démarrer cette démarche-là avant d'avoir rempli ces conditions, avant de s'être assuré de ces conditions d'éligibilité, et de vouloir mettre en œuvre un projet de création, de reprise d'entreprise ou de reconversion, voire une formation professionnelle. Donc, pour ce faire, on va vous présenter le site démissionreconversion.gouv qui permet d'être la première clé d'entrée pour vérifier les critères d'éligibilité à ce dispositif-là. Ah, je reviens en arrière. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, c'est un changement de vie ne s'improvise pas, et il est vraiment important de bien prendre en compte ces 3 critères-là. Identifiez vos interlocuteurs. Aujourd'hui, on est rassemblés les 3 partenaires, CIBC, Transition Pro et Pôle emploi, parce que vous allez potentiellement travailler avec chacun d'entre nous. Peut-être pas directement nous, mais les collaborateurs de chaque service. Donc, il est important d'identifier les interlocuteurs qui vont vous accompagner dans cette démarche-là. Une démarche de changement de vie et une démission, ça ne se fait pas à la légère. Il est important également de prendre en compte ce choix-là, l'impact que ça peut avoir sur votre vie professionnelle comme sur votre vie personnelle. Donc, ça, c'est vraiment un élément important à retenir avant d'initier la démarche d'évolution professionnelle. Très bien. Ouais, voilà. Je vais juste, voilà, j'arrête 2 secondes le partage d'écran. Hop, voilà, ça c'est juste pour vérifier si tout se passe bien, ouais. Donc, c'est Francis qui continue. Francis, je te laisse parler. Oui, merci. Alors, on rentrera dans le dispositif en plus en détail sur les slides suivantes, mais il y a effectivement un cadre qui a été posé, alors pas par un décret, mais par la loi du 5 septembre 2018, qui a réformé la formation professionnelle, effectivement, et qui a permis à des personnes souhaitant se reconvertir sur une formation ou une création reprise d'entreprise, de pouvoir démissionner, effectivement, et surtout d'avoir le droit au bénéfice de l'ARE, c'est-à-dire l'allocation de retour à l'emploi. C'est un changement de paradigme, puisque normalement la démission n'apporte pas le droit au bénéfice de l'ARE. Et donc, vous avez effectivement un projet à présenter. Et ce qu'on appelle la CPIR, Commission paritaire interprofessionnelle régionale, c'est en fait Transition Pro. La loi nous appelait comme ça dans le texte, mais quand vous voyez les initiales, ça fait CPIR, c'est pas très lisible. Et donc, clairement, on a décidé de s'appeler Transition Pro, puisqu'on ne pouvait pas rester FONGECIF. Et donc, Transition Pro va étudier votre dossier, votre projet, afin de vous délivrer ou non, bien entendu, une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet. Je ne rentre pas dans les détails tout de suite, je sais qu'il y a des slides après, donc on y retournera. Et par contre, attention, l'avis favorable de la CPIR ne veut pas dire que tout est acquis. L'ouverture des droits à l'allocation d'assurance chômage, c'est Pôle emploi.
Et c'est Pôle emploi qui le fait à partir de vérifications précises, prévues. Et donc, c'est pas parce que vous avez l'attestation de transition pro comme quoi votre projet est réel et sérieux que ça peut aller plus loin. Voilà. Donc, effectivement, il faut, je pense, bien baliser toutes les autres possibilités de quitter son emploi parce que Marielle l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs façons de quitter une entreprise. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des plans B aussi au cas où ça ne fonctionne pas, parce que effectivement, vous pourriez vous retrouver sans rien. Je précise aussi qu'il ne s'agit pas d'un dispositif de financement au niveau de Transition Pro. Nous n'engageons aucun financement dans ce cadre-là. Les demandes de financement sont faites, entre guillemets, par l'individu en dehors du dispositif démissionnaire. Ça peut être avec Pôle emploi, mais je pense que Marielle reviendra dessus, mais ça peut être aussi dans le cadre de son compte personnel de formation. Voilà. On va peut-être pouvoir passer à la suivante. Et donc, une des étapes importantes, effectivement, et Marielle l'a rappelé tout à l'heure, nous avons un site démission-reconversion.gouv.fr que moi-même, mais je pense que tout le monde ici là vous le dira, n'hésitez pas, allez-y, voir, il regroupe à peu près toutes les informations nécessaires au déroulement, au processus, à la méthode. Et donc, effectivement, vous aurez un document à télécharger puisqu'il vous permettra de remplir les données personnelles, mais aussi les données de votre projet qui nous permettront, quand vous viendrez nous voir ou quand vous déposerez plutôt votre dossier de manière dématérialisée chez nous, qui nous permettront de voir un petit peu, effectivement, quel est votre projet et comment on va pouvoir apprécier le caractère réel et sérieux. Voilà. Eh ben, merci Francis. Alors, je reprends, donc vous l'aurez compris, il y a différentes étapes pour démissionner tout en s'assurant que les allocations de retour à l'emploi soient financées à la fin. Des étapes et des délais qu'il faut connaître. Donc, la toute première chose, c'est de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. C'est des rendez-vous qui sont gratuits, qui sont confidentiels, mais c'est obligatoire pour pouvoir prétendre à ce dispositif. L'objectif est bien évidemment d'échanger avec vous sur le projet que vous avez, les différentes solutions qui existent, la temporalité de votre projet, combien de temps ça peut durer, qu'est-ce que vous avez prévu de faire, et puis de vous aider à monter le dossier si le dispositif démissionnaire est la solution retenue. Donc, les échanges avec un conseiller en évolution professionnelle qui peuvent se faire en un entretien ou deux ou trois, en plusieurs entretiens généralement, vous permettent de monter le dossier en précisant en ligne votre projet, les moyens que vous prévoyez, le temps que vous prévoyez, et bien sûr, le marché, c'est-à-dire la réussite que vous anticipez pour votre projet, que ce soit de la création d'entreprise. Il faut bien préciser quel est le marché que vous anticipez, comment vous allez vivre, quels seront les tarifs que vous allez pratiquer et comment vous pensez financer tout ça. Et si vous changez de métier, parce qu'il y a deux possibilités, création d'entreprise ou reconversion, si vous changez de métier, eh bien, il faut aussi réfléchir à quel métier vous allez faire, par quelle formation vous allez passer et est-ce que vous êtes sûr, on n'est jamais totalement sûr, mais est-ce que vous avez de grandes chances de trouver un emploi après votre formation? Donc tout ça, ça s'échange au moment du montage du dossier. Et ensuite, vous déposez le dossier à Transition Pro sur votre espace personnel en ligne avec le dossier démission reconversion qu'on trouve sur le site que Francis a évoqué tout à l'heure, qui est le même dossier au niveau national. Une fois que ce dossier est déposé, c'est-à-dire le jour où vous appuyez sur le bouton pour le déposer, Transition Pro a 2 mois maximum pour donner son avis sur le caractère réel et sérieux de votre projet. Donc, le retour n'est pas immédiat. C'est pour ça qu'on attire votre attention sur les délais. Vous pouvez avoir un délai de 2 mois entre le jour où vous déposez votre dossier et le jour où vous récupérez votre réponse. Après, vous démissionnez. Lorsque vous démissionnez auprès de votre employeur, vous aurez un préavis. Ce préavis
peut être de 1 à 3 mois selon le contrat de travail que vous avez. Et ensuite, sous 6 mois, il faut vous inscrire au Pôle emploi. Sous 6 mois, à partir du moment où vous avez déposé votre dossier de démission reconversion. C'est bien ça, Marielle, hein? Tu me le confirmes? Les 6 mois courts Oui, à partir, hein? à partir de la date du préavis, normalement. Non, partir. excusez-moi, je vais Ensuite, vous. Oui, Ouais, allez-y. c'est 6 mois après la réception de l'avis de la CPIR. oui, c'est ça, pardon. Très bien, très Voilà. bien. 6 Merci, mois après Francis. l'avis Parfait. positif de la. Voilà. OK, voilà, ça c'est important, en effet. Donc 6 mois après l'avis positif de la CPIR. Et ensuite, une fois inscrit au Pôle emploi, il faut apporter la preuve du lancement du projet à Pôle emploi, c'est-à-dire soit la preuve du lancement d'une entreprise ou de la reprise de l'entreprise, ou alors la preuve de l'inscription dans une formation ou dans tous les cas, les efforts faits pour suivre une formation pour, accéder à un nouveau métier. Voilà les différentes étapes. Francis, je te laisse reprendre. Pardon, j'avais coupé le micro. Effectivement, donc, appréciation du caractère réel et sérieux. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit on est dans une reconversion avec une formation, soit on est dans la création ou reprise d'entreprise, et on le verra après. Là, sur la partie formation, effectivement, pour qu'on puisse appréhender le caractère réel et sérieux d'un projet, il y a 3 points qui sont la cohérence, la pertinence et la connaissance par le salarié des informations qui sont sur 4 critères. Vous avez un projet de reconversion professionnelle, il faut à minima le motiver. Parce que si vous dites simplement j'en ai marre de ce que je fais, je veux quitter mon entreprise, c'est une motivation pour un départ, d'accord, mais ce n'est pas une motivation pour le choix d'un métier. Donc il faut bien effectivement dire je veux quitter mon entreprise, je veux me reconvertir, mais il faut bien dire mais pour quel métier vous voulez faire. Et c'est la motivation qui est importante. C'est qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je choisis d'aller devenir boulanger ou d'aller devenir plombier plutôt que de devenir chauffeur routier. Montrer les caractéristiques du métier souhaité, c'est montrer la connaissance que vous avez de ce futur métier. C'est important aussi de voir que, il y a des avantages dans tous les métiers, mais il y a aussi des inconvénients. Nous montrer que vous êtes en capacité de faire ce métier, ça nous permet aussi de montrer, de voir quelle implication vous avez mis dans votre construction de projet, dans le choix du métier. Imaginons que vous voulez faire aide-soignante, mais que vous ne supportez pas le sang. Si vous n'avez pas traité ce problème-là avant, vous risquez d'avoir un problème pendant la formation. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. C'est de bien montrer que je sais où je vais d'un point de vue du nouveau métier. Ensuite, effectivement, quand on est dans le cadre de la formation, il faut avoir fait un choix de formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être inscrit déjà et avoir tout réglé, mais il faut effectivement présenter quelle formation pourra vous emmener à faire ce nouveau métier et surtout aussi, effectivement, comment vous envisagez le financement. On vous l'a dit tout à l'heure, le dispositif en lui-même n'est pas lié à des modalités de financement de formation, donc vous devez effectivement étudier tous les cas de figure, aussi bien un financement personnel qu'un financement du compte personnel de formation, et éventuellement supposer ou présupposer que Pôle emploi pourrait être intéressé par la formation que vous allez faire et pourrait vous la financer, mais il n'y a rien d'acquis. Donc nous, ce qu'il nous faut surtout, c'est des informations montrant que vous avez bien réfléchi à ce sujet-là et que vous avez éventuellement plusieurs pistes. Bien entendu, la plus importante aussi, c'est les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Si vous allez sur un métier en tension ou si vous allez sur un métier où il n'y a pas d'emploi, ça peut être compliqué pour nous de considérer un caractère réel et sérieux d'un projet si on sait qu'à l'issue de votre formation, vous risquez de rester au chômage, ce qui n'est pas le but du jeu. Voilà. Donc clairement, bien motivé sur ces 4 points, bien motiver les travaux que vous avez faits, ne pas hésiter à les expliciter et à nous montrer et à nous faire comprendre, nous aider à comprendre que votre projet est bien réel et sérieux. On peut peut-être passer à la suivante, je crois que ça détaille un peu plus. Ouais. Voilà. Bon, je suis allé un peu trop vite peut-être parce que j'ai défloré le sujet, mais voilà. C'est vraiment une réelle volonté de changer de métier. Il n'y a pas seulement, comme je vous l'ai dit,
la motivation pour changer, mais la motivation du changement, d'accord? Donc j'en ai marre ou j'ai fait le tour de mon métier, je veux faire autre chose, et je choisis un nouveau métier, et celui-là je le connais, je l'ai travaillé, je suis allé me renseigner auprès de gens qui font ce métier-là, je suis allé sur tout ce qui concerne les documentations, les sites de Pôle emploi sont très intéressants en termes de connaissance des métiers, le répertoire opérationnel des métiers aussi, enfin les choses comme ça. La formation, je ne vais pas revenir forcément dessus, mais il faut bien que vous ayez défini ce que vous voulez faire et précisément identifié, que vous ayez déjà éventuellement fait des démarches pour avoir des devis, pour avoir un programme de formation et éventuellement un calendrier. Et bien entendu, dans le cadre des perspectives d'emploi, pareil, on vous incite à vouloir aller voir carrément des entreprises, des responsables RH, les sites internet qui existent en région. Donc il y a tous les sites de Pôle emploi qui sont très intéressants. Il y a le site Cléor qui est géré par Enfor, le Cariforef, qui apporte beaucoup d'informations aussi sur ces perspectives d'emploi. Et ce qui est important, c'est que vous ayez fait les démarches, mais que dans votre dossier, vous nous ayez explicité ces démarches-là. Parce que vous pouvez les avoir faites, si vous ne nous le dites pas, on ne va pas le deviner. Alors juste, je prends la parole 2 secondes, Oui, Francis. ouais. En effet, sur la question de entre autres, toutes ces questions, hein, le projet, les caractéristiques du métier souhaité, la formation et les perspectives d'emploi, c'est des choses qu'on aborde en entretien quand vous rencontrez un conseiller en évolution professionnelle. C'est des informations qu'on peut partager avec vous, et si on les a pas, on peut les chercher ensemble. C'est pas toujours facile en tant que salarié qui fait un métier depuis souvent de longues années de se plonger dans ces sujets-là. Donc, vous êtes accompagné pour le faire. La formation est un critère à part, c'est-à-dire autant dans certaines conditions, vous pouvez faire appel à un financement. Là, un financement qui passe par le CPF de longue durée. Là, pour la démission reconversion, les formations auxquelles vous aurez accès, c'est des formations soit accessibles par votre CPF, votre compte personnel formation personnelle, c'est-à-dire des formations courtes et pas forcément très très onéreuses, ou alors des formations qui préparent un diplôme ou une certification, mais qui sont financées par la région et qui passent j'ai envie de dire, par l'offre de service du Pôle emploi. Donc, c'est très important, en fait, de savoir quelle formation vous pouvez viser si vous démissionnez, parce que toutes les formations ne sont pas accessibles. Voilà, c'était juste cette information que je voulais apporter. Je passe à la slide suivante. Je reprends la main. Donc là, on revient sur le côté création, reprise d'entreprise. Et effectivement, pour apprécier un caractère réel et sérieux, eh bien, on reprend les mêmes choses, cohérence, pertinence, connaissance par le salarié. Et là, on va être effectivement sur tout ce qu'on appellerait étude de marché, business plan ou autre. Il faut nous montrer que vous savez où vous allez, comme un salarié qui va partir en formation, mais là, vous allez créer ou reprendre une entreprise. Il faut que vous nous montriez que vous savez où vous allez. Vous nous montriez votre motivation, parce que devenir chef d'entreprise, c'est pas forcément simple. Et donc, les 3 critères, caractéristiques et perspectives d'activité du marché, c'est bien l'étude de marché. Je m'installe où? Qu'est-ce que j'ai comme concurrent? Qu'est-ce que je peux, proposer de mieux qu'eux? Au niveau du besoin de financement et des ressources financières, il y a bien entendu cette partie business plan un petit peu à monter. Et puis, bien entendu, si vous envisagez d'être sur une entreprise un peu importante ou qui se développe, ou si vous êtes sur une reprise d'entreprise qui existe déjà, montrer un petit peu au niveau des moyens techniques et humains ce que vous allez faire en création ou en reprise. Voilà. On va passer à la suivante, puisque je pense, voilà, il détaille un peu plus, je reviens dessus. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, sur les caractéristiques et perspectives d'activité du marché, c'est bien de vérifier si votre projet est viable. Ça ne veut pas dire qu'il va être réalisable ou qu'il va vivre longtemps, mais nous, on veut pouvoir, si on dit oui, on y croit, ça veut dire que pour nous, les données que vous avez apportées montrent que le projet est viable économiquement,
au regard des éléments que vous nous avez donnés, bien entendu. Et puis, ce qui est important, c'est le même principe que tout à l'heure, ce que j'ai déjà dit, c'est que toutes les démarches, tout ce que vous aurez fait dans le cadre de la construction de votre projet, il faut que ça apparaisse dans votre document, dans votre dossier. Parce que vous pouvez avoir fait des choses, encore une fois, si vous ne les dites pas, on ne va pas les deviner. Une étude de marché, un business plan, ça paraît effectivement très logique, très obligatoire par rapport dans le cadre d'une création d'entreprise. On sait qu'il y a des gens aujourd'hui qui jettent à l'eau sans ça. Alors, dans le cadre du projet démissionnaire, ça ne marchera pas, ça c'est clair. Dans le cadre des besoins de financement et des ressources financières, donc, nous, on propose effectivement de nous transmettre un plan de financement à 3 ans. Alors, je mets juste un petit bémol là-dessus, c'est que on a été un petit peu repris par le ministère du Travail sur ces points-là, parce que les documents ne sont pas obligatoires. Donc, si vous ne nous les donnez pas, on ne doit pas vous les réclamer. Néanmoins, si vous les donnez parce que vous les avez faits, ce sera vraiment un gros plus pour nous, pour pouvoir étudier votre projet. Si vous ne les donnez pas, il faut surtout que dans votre dossier et dans votre projet, il y ait toutes les informations qui soient reprises en termes de chiffrage, en termes de financement, de ressources, pour qu'on puisse étudier véritablement ce projet. Mais vraiment, si vous avez fait une étude de marché, si vous avez fait un business plan, nous les transmettre va véritablement faciliter le travail de tout le monde. Voilà. Sur les moyens techniques et humains, je ne vais pas forcément revenir dessus. L'idée, c'est de savoir effectivement, peut-être si vous vous installez seul, si vous envisagez de recruter à court ou moyen terme, ça permet aussi de voir un petit peu quel est l'objectif de développement de votre entreprise. Il va très bien. Marielle, est-ce que tu veux prendre le relais? Oui, donc une fois ce travail élaboré donc avec votre conseiller en évolution professionnelle, avec l'opérateur que vous aurez choisi en fonction de votre situation, hein, pour tout public, c'est le CBC, pour le public cadre, c'est potentiellement l'APEC, hein, pour les personnes en situation de handicap, c'est Cap Emploi. Donc l'élaboration et la validation donc du projet établi par la commission CEPIR de transition pro vous permet de pouvoir obtenir le caractère réel et sérieux de ce projet et de pouvoir venir vous inscrire donc à Pôle emploi dans les 6 mois qui suivent la notification de la commission CEPIR. Donc, vous vous inscrivez à Pôle emploi. L'estimation que vous avez pu faire sur le site démissionreconversion.gouv au niveau de l'ouverture de droits n'est qu'une estimation. Le calcul de vos droits réels se fera au moment de votre arrivée à Pôle emploi, une inscription en tant que démissionnaire pour un projet de reconversion professionnelle, de bien garder votre dossier d'évolution professionnelle, que ce soit sur un projet de formation ou création d'entreprise, hein, afin également de le présenter à votre conseiller qui va reprendre le relais au niveau de Pôle emploi. Donc, il y a des conditions de mise en œuvre de ce projet. Vous bénéficiez de la même durée de droit à l'allocation une personne qui vient d'être licenciée ou qui a suivi une autre rupture de contrat. Donc potentiellement, c'est de l'ordre de 2 ans de durée d'allocation retour à l'emploi pour les personnes de moins de 53 ans, jusqu'à 3 ans pour les personnes qui ont plus de 55 ans. Donc c'est les mêmes, vous bénéficiez, on va dire, de la même palette de prestations et d'outils de Pôle emploi. Comme l'a évoqué tout à l'heure Francis, et également Birthe pour la notion d'élaboration de projets, comme pour la pertinence et le fait de justifier que vos démarches sont plutôt solides. Les outils Pôle emploi existent, même quand on n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi. Mais une fois que vous avez fait toute cette démarche-là, quand vous arrivez à Pôle emploi, vous pouvez également encore bénéficier d'autres prestations, tout l'éventail possible des dispositifs pour sécuriser le projet qui a été validé par la commission CEPIR. En aucun cas, on ne remet en question le caractère réel et sérieux qui a été validé par la commission. On met en œuvre, d'où l'intérêt de pouvoir sécuriser cette démarche en amont, on met en œuvre l'ingénierie quelque part financière de ce projet. Donc, comme l'ont évoqué mes collègues précédemment, le compte personnel formation est un des leviers financiers, comme vos apports en fonds propres, hein, comme certaines aides aussi qui sont accessibles, notamment par rapport aux formations. Pôle emploi achète des formations auprès des financeurs de formation comme le conseil régional, hein,
Il y a également des dispositifs en fonction de financement, en fonction de la catégorie de personnes. Alors, c'est un peu péjoratif ce terme, mais il y a des mesures spécifiques d'aide financière pour le public jeune, pour le public bénéficiaire de minima sociaux, pour le public bénéficiaire aussi de peu de qualifications ou les personnes en situation de handicap. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous proposer la palette complète et de pouvoir en échanger avec le conseiller qui va vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, vous avez donc 6 mois pour, à partir de l'ouverture des droits à l'allocation retour à l'emploi, pour mettre en œuvre le projet que vous avez élaboré. Donc, si toutefois, il peut y arriver que vous n'avez pas pu mettre en place les actions comme vous l'avez prévu, on vient de vivre le Covid, donc il y a beaucoup de choses qui viennent un petit peu perturber le déroulé qui était envisagé. Il y a donc pas une enquête, mais enfin si, c'est une enquête. Donc au bout de 6 mois, Pôle emploi, via un questionnaire et une enquête avec un conseiller qui est plus à même de vérifier avec vous les conditions de mise en œuvre de ce projet. Si vous pouvez donc justifier d'une incidence, on va dire, qui n'est pas de votre propre volonté pour la mise en œuvre de ce projet, vous continuez à percevoir votre allocation. Si toutefois ce n'est pas le cas, parce que à la différence de quelqu'un qui vient de perdre son travail et qui vient s'inscrire à Pôle emploi, vous, dans ce cadre de ce dispositif, quand vous êtes inscrit, c'est pas pour chercher un emploi, c'est pour mettre en œuvre le projet que vous avez élaboré. Et ça, c'est important. Et donc, c'est pour ça que cette démarche de contrôle au bout de 6 mois, c'est une des conditions, c'est un engagement, une des conditions pour lesquelles vous pouvez bénéficier de ce dispositif. Et si toutefois, il arrive que vous ne remplissez pas, on va dire, les critères parce que vous avez décidé de complètement changer d'avis, là, vous pouvez être soumis à une sanction avec une suppression de jusqu'à 4 mois d'allocation retour à l'emploi. D'où l'intérêt vraiment de pouvoir sécuriser en amont, pouvoir mettre en œuvre dans la continuité ces démarches-là. Voilà. Merci Marielle, c'était important de le dire ça, en effet. Alors, quelques mots sur le conseil en évolution professionnelle et on terminera la présentation là-dessus. Le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est un processus d'appui pour tous les salariés et indépendants. Indépendants, c'est-à-dire des artisans, les personnes qui sont à leur compte, des personnes en freelance, des agriculteurs, pour faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. L'évolution professionnelle, ça peut être un changement ou ça peut être une amélioration de la situation actuelle. Ce conseil est gratuit, il est confidentiel, il est neutre, il est accessible à tous et il est impartial, bien sûr. Alors, à qui ça s'adresse? Pour, comment dire, nous, la semaine de l'évolution professionnelle en cours, on est chargé de s'occuper des salariés du secteur privé, quel que soit leur statut ou leur temps de travail, c'est-à-dire les salariés à temps plein, à temps partiel, des personnes qui sont intérimaires, qui sont en cours d'intérim. Les indépendants, comme je disais tout à l'heure, dans les indépendants, il y a les agriculteurs, entre autres, il y a les artisans. Il faut que vous soyez non accompagné par un autre opérateur, c'est-à-dire on peut recevoir par exemple des salariés qui ont moins de 25 ans. Et ben, si ces personnes-là sont déjà accompagnées par la mission locale, on laisse le soin à la mission locale de continuer l'accompagnement ou alors les salariés décident d'être suivis par nous et à ce moment-là, arrêtent l'accompagnement par l'autre opérateur. Les personnes qui sont salariées et qui changent de statut peuvent conserver l'opérateur régional s'il y a un changement de statut qui arrive en cours d'accompagnement. C'est-à-dire, vous pouvez être salarié et puis, puisqu'on parle du dispositif démissionnaire, vous pouvez démissionner et vous inscrire au Pôle emploi. Et dans ce cas-là, on peut continuer à vous accompagner jusqu'à la mise en place de votre projet.
un rapide aperçu des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, vous avez notre groupement, on est mandataire, le CIBC est mandataire du groupement dans la région dans laquelle vous êtes. Mais nous travaillons avec d'autres structures, donc on n'est pas les seuls, il n'y a pas que les CIBC qui font du conseil en évolution professionnelle pour les salariés et indépendants. Il y a l'APEC qui s'occupe des cadres en activité ou en recherche d'emploi. Donc si vous êtes cadre, a priori, votre premier interlocuteur, c'est l'APEC. Vous avez le droit, évidemment, d'être suivi, si vous êtes salarié, d'être suivi par nos conseillers en évolution professionnelle. Mais à ce moment-là, il faudra faire le choix d'être suivi que par nous et plus par l'APEC. Le pôle emploi s'occupe des demandeurs d'emploi. Les missions locales s'occupent des personnes qui ont moins de 26 ans. Et le Cap Emploi s'occupe des personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, le conseil en évolution professionnelle est un service en 2 niveaux. Il y a un tout premier point qui est l'aiguillage, c'est-à-dire simplement n'importe qui peut venir nous voir et dire « je souhaite être conseillé pour ma situation professionnelle ». Et selon l'opérateur qui est prédéfini pour cette personne, on va l'aiguiller vers le bon interlocuteur. Ensuite, il y a le conseil personnalisé de niveau 1, c'est-à-dire un point sur la situation actuelle, les questions de premier niveau. Et si vous, par exemple, vous êtes en situation de demander un conseil en évolution professionnelle parce que vous posez plein de questions, vous avez la possibilité de rentrer en accompagnement personnalisé, donc un accompagnement plus long dans le temps que le conseil de niveau 1, et d'être accompagné d'abord dans la formalisation de votre projet et ensuite dans la mise en œuvre de votre projet. Et donc, pour prendre rendez-vous pour un conseil en évolution professionnelle, c'est simple, il y a un numéro unique, le 09 72 01 02 03. On vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 19h au téléphone et le samedi de 9h à midi pour prendre un rendez-vous au plus proche de vous géographiquement. Les rendez-vous se font soit en face à face, soit par téléphone, soit par webcam, à votre convenance. Et vous pouvez évidemment aller sur le site internet mon-cep.org qui va vous aiguiller vers votre région et où vous trouverez à nouveau les opérateurs de conseil en évolution professionnelle qui sont les vôtres. Voilà, on a fini notre présentation. Je vais donc arrêter mon partage d'écran et on va répondre à vos questions. Merci Birte. Et bah de rien. On a 3 questions qui sont arrivées pendant la présentation. Je vais reprendre dans l'ordre inverse de leur arrivée. Peut-être une question pour toi. Une rupture conventionnelle suite à un bilan de compétences avec projet de formation en amont peut-il permettre d'intégrer ce dispositif ? Alors, c'est tout à fait possible à partir du moment où les étapes sont respectées, hein. On vous a montré tout à l'heure les étapes, c'est un petit peu technique. On peut parfaitement faire un bilan de compétences, décider qu'on veut se reconvertir, changer de métier et ensuite démissionner. Mais pour sécuriser tout, la démission ne doit intervenir qu'après toutes les étapes précédentes, c'est-à-dire il faut bien vérifier s'il n'y a pas un autre moyen pour quitter son employeur qui est plus opportun, qui est plus sécurisant en fait, hein, comme une rupture conventionnelle par exemple. S'il y a un accord qui peut être trouvé avec l'employeur, il faut que le dossier soit déposé dans les temps impartis et avec les éléments obligatoires. Il faut que la transition pro ait répondu favorablement à ce dossier. Et ensuite, la démission peut intervenir et l'inscription au Pôle emploi peut arriver. On est très prudents, hein, tous, on est là pour ça aussi. On est toujours là pour vous rappeler un certain risque, c'est-à-dire même si Transition Pro vous a certifié le caractère réel et sérieux de votre projet, et même si vous avez passé toutes les étapes dans les règles de l'art, vous pouvez arriver au Pôle emploi et on peut vous dire non, vous n'avez pas la possibilité
d'accéder aux allocations de retour à l'emploi. Parce que Pôle emploi étudie chaque cas individuellement et c'est très difficile de dire à l'avance quels sont les droits de chacun. Je ne sais pas Merci si, beaucoup. Marielle, tu veux rajouter quelque chose ou Francis? Je pense que c'est un point qu'on a vu dans une des diapos, mais on peut peut-être appuyer dessus. Il y a possibilité tout de même pour essayer de, comment dire, alors non pas d'avoir une assurance, bien entendu, puisqu'on vous l'a dit, c'est Pôle emploi qui vous donnera la réponse au final, mais il y a quand même la possibilité de demander à Pôle emploi un premier examen de l'éligibilité à l'ARE. Examen qui se fait sur déclaration sur vos déclarations, ce qui veut dire que ce n'est pas contractuel pour Pôle emploi. Marielle me précisera s'il faut, mais concrètement, vous pouvez avoir un document qui vous dit que vous pouvez prétendre aux ARE, ce qui vous permet d'avancer, mais ce document-là peut être aussi une réponse en vous disant non, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas forcément les conditions. Et alors là, à cette fin-là, il faut trouver une autre solution, effectivement. Puis dans le cadre de ce qu'a dit Birth, je crois que si vous avez réussi à négocier une rupture conventionnelle par rapport à la démission, ça vaut mieux aller sur la rupture conventionnelle. Oui, en effet, je lis la question de Myriam, c'est ça. Si c'est une rupture conventionnelle, si elle est faite dans les règles de l'art, il n'y a plus besoin d'intégrer le dispositif démissionnaire, c'est-à-dire il y a inscription au Pôle emploi et a priori versement des allocations de retour à l'emploi. Merci. Je confirme ce que vous venez de dire. Hein. Donc, c'est vrai que les critères d'éligibilité que vous pouvez faire comme estimation sur le site démissionreconversion.gouv, c'est du déclaratif. Hein. Donc, on ne vous demande pas des justificatifs. Donc, c'est bien une intention de dire que potentiellement, vous pouvez bénéficier de l'allocation retour à l'emploi. Et si toutefois, il y a des questions par rapport à la décision qui est faite d'information de Pôle emploi, il existe également un numéro vert qui est également sur le site démissionreconversion.gouv, qui est le 0801 01 03 02, pour avoir un peu plus de précision sur les éléments qui sont pris en compte pour cette estimation-là. Donc, c'est vrai que les critères d'ouverture de droit ne seront effectivement effectifs, c'est ce qu'elle veut dire, qu'au moment de l'inscription à Pôle emploi. Ça nous permet peut-être d'enchaîner, sauf je ne veux pas vous couper dans votre élan, sur la question suivante. Les 5 années continues prennent-elles en considération les arrêts, congés mat, etc. En effet, il y a des règles. Normalement, c'est vraiment 5 ans de travail sans interruption. Par contre, oui, les congés maternité, par exemple, sont considérés comme des... Enfin, ça entre en compte des 5 années consécutives. Les Oui, parce qu'il arrêts n'y a pas, voilà, il y a pas de rupture de contrat. Par contre, ne sont pas pris en compte les congés sans solde, sabbatiques et les périodes de disponibilité. C'est-à-dire que la notion de continuité est très importante. Il ne faut pas non plus qu'il y ait une grosse interruption entre deux employeurs, hein, parce que sinon, vous ne remplissez pas l'activité continue sur les 5 ans. Je pense qu'on peut peut-être en répondre à la question en même temps de Coraline qui demande s'il faut que les 5 années d'activité aient été réalisées en France ou sous contrat français. Oui, on peut répondre. Alors, je dirais que le contrat de travail doit être de droit privé et établi sous conditions françaises. Alors, la nuance du contrat de travail, si c'est une structure, enfin une entreprise qui est domiciliée à l'étranger avec une nature de contrat de travail, c'est un cas un petit peu particulier. Je vous invite peut-être à en échanger directement avec votre conseiller en évolution professionnelle par rapport à ces critères-là, ou d'appeler la plateforme que je vous ai mentionnée, le 0801, parce que c'est des critères, on va dire, très particuliers. Ouais. Voilà, merci. Ouais, puis chaque pays est un peu à part. Et puis voilà, on a eu dans le groupement des personnes qui ont travaillé en Suisse et qui ont fait appel au dispositif démissionnaire. C'est possible dans des conditions très particulières, quand c'est une entreprise qui a décidé de faire des versements sur des charges en France. Donc ça existe, mais c'est particulier.
Il y avait une autre question, toujours dans le même ordre d'idée. Ce cadre ne concerne que les personnes dans le secteur privé. C'est-à-dire, oui, il faut avoir un contrat de travail de droit privé. Pour le moment, les situations de salariés avec un statut de droit public ne peuvent pas prétendre à ce dispositif. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Non. Pour le secteur public, je rebondis juste parce que c'est pas facile pour les personnes du secteur public de gérer leur carrière, hein. Il y a des voilà, il n'y a pas les mêmes outils à disposition que pour les personnes qui travaillent dans le privé. Mais n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à appeler le numéro que j'ai cité tout à l'heure, le 09 72 01 02 03. Normalement, on est en capacité de vous donner des coordonnées de personnes qui peuvent du coup assurer votre... ça s'appellera pas conseil en évolution professionnelle, mais de vous donner des conseils pour la gestion de votre carrière. Donc, il y avait un complément de la question de Myriam. Pour bien comprendre, un salarié qui obtient une rupture conventionnelle avec un projet pro a les mêmes droits vis-à-vis de Pôle emploi qu'un agent qui intègre ce dispositif. Non, c'est pas ça en fait. Pour bien comprendre, un salarié qui obtient une rupture conventionnelle, d'accord, avec un projet pro a les mêmes droits. Le calcul des allocations de retour à l'emploi sera le même. C'est ça. Ça sera le même. C'est pas du tout le même dispositif, mais le calcul sera le même. C'est-à-dire qu'une rupture, pour repréciser, une rupture conventionnelle ouvre des droits à l'allocation retour à l'emploi, mais c'est du retour à l'emploi classique, c'est-à-dire c'est une recherche d'emploi. Vous pouvez, dans ce cadre de recherche d'emploi, mettre en place un projet de formation, mais ce n'est pas le dispositif qu'on vient de présenter. Mais ça peut aussi être une démarche intéressante par rapport à votre situation. Des fois, ça peut être, si on n'a pas les 5 ans d'ancienneté sur un contrat de travail, la rupture conventionnelle permet aussi de pouvoir mettre fin à un contrat de travail et de pouvoir vous inscrire à Pôle emploi pour mettre en œuvre votre nouvelle démarche de retour à l'emploi. Je préciserai même que le démissionnaire la personne qui veut rentrer dans le dispositif démissionnaire a une obligation d'avoir un projet. Donc, avec un caractère réel et sérieux, quelqu'un qui vient à Pôle emploi avec une rupture conventionnelle peut se faire aider par Pôle emploi dans le cadre du CEP, justement, pour travailler son projet, mais n'est pas obligé d'en avoir un. Oui. On a remis, j'ai reposté le 0801, donc c'est en fait la ligne qui est d'information qui est sur le site démission-reconversion.gouv. Donc, c'est un niveau d'information plutôt générique. Et le numéro de téléphone, la ligne qu'a présenté Birthe sur le support de présentation, c'est le premier contact avec un opérateur de conseil en évolution professionnelle. Donc, de pouvoir au mieux identifier quel est l'interlocuteur dont vous avez besoin par rapport à votre situation. Si c'est une information plus générique, la ligne sur le site démission-reconversion.gouv peut être utile. Hein. Mais si vous commencez déjà à vous questionner sur comment je peux envisager un peu tout ça, de savoir si je vais être accompagné par le CBC, l'APEC ou Cap emploi, n'hésitez pas à appeler le numéro vert qu'a donné Birthe tout à l'heure et qui s'affiche sur le diaporama. Tout à fait. Alors, est-ce que, Francis, tu pourrais peut-être donner quelques, peut-être pas des chiffres concrets, mais un petit retour sur le dispositif démissionnaire depuis qu'il est en place, parce que c'est assez jeune comme dispositif. Bah oui, puisqu'il aura un an à la fin du mois. Hein. En fait, officiellement, enfin, du moins le démarrage du dispositif aura un an à la fin du mois. Et on tourne en moyenne entre guillemets à une cinquantaine de dossiers par mois, de dossiers de dispositifs démissionnaires, à plus de 98% d'acceptation, donc ça veut dire que les gens ont quand même bien travaillé leur projet, effectivement. On a à peu près 80%, 85% de création reprise d'entreprise et le reste de projets en formation plutôt. Donc,
Ce qui a eu un impact cette année, c'est effectivement que le Covid est passé par là. Donc, une information quand même à savoir, mais c'est plutôt pour ceux qui sont déjà passés dans le dispositif, c'est que le ministère du Travail nous a autorisé à prolonger de 6 mois l'autorisation, enfin la validation du caractère réel et sérieux. C'est-à-dire que si la personne a obtenu une autorisation, enfin une validation de son projet, si elle n'a pas démissionné dans les 6 mois, normalement l'attestation n'est plus valable, donc on peut la refaire pour 6 mois. Ça, c'est important à savoir dans cette période, on va dire, un peu particulière, effectivement, et ça lui permet effectivement de prendre un peu de temps avant de se lancer dans le projet, effectivement. Voilà, donc là, on est à peu près effectivement une 50aine de dossiers par mois sur la Bourgogne-Franche-Comté, bien entendu. On est un peu en dessous des estimations qu'on avait réalisées au niveau national, mais le dispositif marche plutôt bien. Et derrière ça, après, libre choix à la personne de le mettre en œuvre ou pas. Merci Francis. Je regarde s'il y a eu d'autres questions qui sont arrivées. Non, il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas. Peut-être juste un mot, enfin si tu l'as dit Francis, a priori il y a plus d'émissions reconversion pour la création, reprise d'entreprise que pour la formation reconversion. Parce que si on souhaite se reconvertir, on a une autre possibilité, c'est le projet de transition professionnelle qui est une autre démarche, qui est plus sécurisante, qui permet de s'éloigner, quand tout se passe bien, qui permet de s'éloigner de son lieu de travail le temps d'une formation qualifiante et de reprendre son poste à la fin de cette formation. Voilà. Soit Ce qu'il faut préciser, ouais. excuse-moi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, on peut partir en formation avec un maintien de salaire, suivant les situations qui peut être complet ou pas, mais il y a un maintien de salaire et c'est surtout pour des formations longues dans un cadre de reconversion, en vue d'une reconversion tout de même et d'une formation diplômante. On ne va pas rentrer forcément dans les détails aujourd'hui puisque ce n'était pas l'objectif, mais effectivement, c'est un sujet qui est intéressant. Le projet doit être monté de manière aussi tout à fait précise et surtout dans ce cadre du projet de transition professionnelle, comme on l'appelle, si le CEP n'est pas un passage obligé, nous, on vous invite fortement, de toute façon, à aller rencontrer un conseiller parce que il pourra vous aider à concrétiser votre projet et votre dossier, mais surtout, il pourra vous aider aussi à prendre du recul et à mettre en face d'éventuelles incohérences ou d'éventuelles difficultés que vous n'auriez pas pensé. Donc, si dans le dispositif démissionnaire, le passage par le CEP est obligatoire, je vous incite fortement, même plus que fortement, à utiliser aussi le CEP avec les 5 opérateurs qui ont été cités, mais je vous invite à vraiment les rencontrer et à travailler avec eux. Ben merci Francis, tout à fait, d'autant plus que c'est gratuit, c'est confidentiel, l'employeur n'est pas au courant, ça peut se faire à distance comme en face à face. Donc voilà, c'est très simple, il suffit de faire un coup de fil, de prendre rendez-vous et le conseil peut se mettre en place. Tout à fait. Et bien, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait... il y a une question. Avec le CEP, on a droit à combien d'heures? Alors, il n'y a pas, comment dire, je ne vais pas vous dire, il n'y a pas de limite, forcément, il y a une logique, mais il n'y a pas de limite d'heures. Je ne vais pas vous dire, il faut se limiter à tant d'heures. On raisonne, vous l'avez vu tout à l'heure, on raisonne en 2 niveaux. Le premier niveau, c'est simplement un partage, on fait le point en fait sur la situation. C'est généralement un rendez-vous, parfois 2, où on fait l'état de la situation et on regarde avec vous quelles sont vos envies, vos besoins et peut-être vos forces, les ressources auxquelles vous n'avez pas pensé. Et si vous le souhaitez, et seulement si, à ce moment-là, on va plus loin. Et si vous souhaitez mettre en place un projet, on vous accompagne dans la mise en place du projet, dans la construction du projet d'abord. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Est-ce que ça a du sens? On peut se tromper, revenir en arrière, faire autre chose. Et on vous accompagne à la mise en place à partir du moment où vous décidez de vous lancer.
Donc, il y a pas, je ne vais pas vous donner un nombre d'heures limité. Par rapport à un premier contact, pour vous donner un ordre d'idée, depuis le premier contact, on a plus d'1 an pour vous accompagner, mais évidemment pas en continu tout le temps, mais on peut vous accompagner sur une durée assez longue. On a 2 autres questions qui viennent d'arriver. Peut-on avoir le diaporama ou le consulter en ligne? Alors, la réponse est tous les webinaires seront disponibles en replay dès la semaine prochaine sur le site semaine-évolution-professionnelle.fr. Donc, vous aurez accès au diaporama par le biais du replay du webinaire. Je cherche. Vous pouvez aussi, normalement, je peux indiquer mon mail. Je vais le faire dans le chat. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail et me demander que je vous l'envoie. Je peux vous l'envoyer par mail, c'est une autre possibilité. Merci Birk. Pendant que tu fais cette manipulation, je vais prendre l'autre question. Le CEP existe-t-il dans les organismes de formation? Alors, exemple, le CNAM, l'université. Non. Non, le conseil en évolution professionnelle a été mis en œuvre avec des opérateurs, on va dire, historiques, et qui a été complété donc depuis janvier 2020. C'est ça la note de décision au niveau du groupement CBC. Donc non, le conseil en évolution professionnelle, c'est par les opérateurs qui ont été présentés sur le support. Donc le groupement CIBC, l'APEC, les missions locales, Cap Emploi et Pôle Emploi. Peut-être une précision. Donc il y a certaines régions où les mandataires sont d'autres structures que les CIBC. Et puis une autre précision, pourquoi il n'existe pas dans les organismes de formation. Chaque organisme de formation a généralement ses conseillers formation. Donc vous aurez des personnes qui vont vous conseiller. La différence avec le conseil en évolution professionnelle, c'est que le CEP est neutre, c'est-à-dire on vous conseille toujours en tenant compte de l'ensemble des opérateurs et des organismes de formation sur le territoire ou qui sont accessibles pour vous, sur le territoire en face à face ou bien même à distance, parce qu'il y a de plus en plus d'organismes de formation qui travaillent à distance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est interne à un organisme de formation parce que, par définition, l'objectif, c'est de vous donner un conseil neutre. Je regarde l'heure. Il y a encore une dernière question. Dans la fonction publique, il y a des conseillers mobilité carrière ou éducation nationale, des conseillers ressources humaines de proximité. Voilà, c'était pour ponctuer l'intervention de Birk. Merci à vous. Ouais, je pense que c'est ça. Merci. C'est bien de donner ces appellations qui sont propres en fait à chaque fonction publique. Eh bien, écoutez, là-dessus, on va peut-être clore le webinaire. Donc, encore une fois, il sera visible en replay dès la semaine prochaine. Merci à vous pour votre participation. C'était intéressant et il y a eu plein de questions. On vous remercie. Et puis, écoutez, on vous souhaite en tous les cas de continuer dans vos projets et de réussir vos projets et votre carrière comme il se doit. Merci beaucoup de votre écoute et de votre patience. Je rejoins Francis. Merci à vous. Merci Birk. Bon appétit également. Au revoir. Au revoir. Merci Marielle. Merci Francis. Au revoir à tout le monde. Bon appétit. Au revoir.